bonjour à tous. Déjà, je voudrais corriger un petit point parce qu'il y avait une ambiguïté. Si je connais un petit peu Magali Rigueza, je ne suis pour rien dans la naissance il y a quelques semaines. Très fort. Je vais aussi reparler un petit peu de la présentation de Magali, avec qui on collabore régulièrement, pour vous dresser un panorama peut-être un peu plus, peut-être pas alarmiste, mais disons, je vais revenir sur les enjeux, notamment des zones inondables en France. Tout d'abord, oui, c'est bien ça, on va parler des deux notions qui ont été posées dans le débat, à savoir la question de la résilience et de la vulnérabilité. Ce sont deux notions très employées dans la gestion des risques et qui donnent lieu à des définitions relativement différentes et à un ensemble de textes, de livres qui parlent de ces définitions. Pour moi, il y a une grande différence entre les deux, à savoir que la vulnérabilité est une approche relativement, extrêmement même, analytique de la fragilité des territoires et de leur capacité à y répondre. Globalement, on divise le problème en petits morceaux et ça induit, en termes de réponse, de mettre des petites solutions en face de chaque micro-problème, tandis que la résilience est une approche systémique, plus intégrée, mais qui pose d'autres problèmes, c'est-à-dire que quand on est sur une approche globale, intégrée, systémique, la capacité qu'on a à générer des réponses est un peu moins évidente, c'est-à-dire que ça demande quand même de réfléchir au problème dans son intégralité, et là les réponses sont plus difficiles on va dire, à concevoir. Donc, avec Damien Serre, qui est ici présent, on travaille depuis plusieurs années sur cette capacité qu'on a de mettre en action la résilience. Et j'aimerais revenir d'abord sur deux points, à travers deux graphiques. Ce premier graphique qui est le nombre d'articles qui citent le terme de résilience en fonction des années. On voit que c'est à partir de 2005 que le terme de résilience commence à apparaître dans le champ scientifique, alors que le terme de vulnérabilité, qui est extrêmement croissant quand même actuellement, est présent dans les bases scientifiques depuis la fin des années 90, et peut-être même un peu avant. Si on regarde cette fois une autre base de données, la première était une base de données sur les articles scientifiques, celle-ci, qui concerne une autre base de données qui est la base de données Factiva sur les coupures de presse, sur les débats, sur un certain nombre de textes qui sont du domaine de la société civile. On s'aperçoit que la résilience est apparue bien avant dans les débats. Je précise ça pour tester un petit peu cette idée que la résilience est un terme qui apparaît dans le débat scientifique et chez les chercheurs, qui serait en train de se transmettre dans la société. En fait, c'est plutôt l'inverse, et c'est exactement comme le développement durable, si vous voulez, qui est un terme qui a été par la société très fortement, et où les chercheurs ont bien du mal à suivre derrière dans la mise en concept et dans les approches qui peuvent en suivre. Sur la résilience, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que le terme apparaît dans la société, et puis derrière, en recherche, on essaie de formaliser ça, de trouver le concept, mais on est plutôt en retard. Maintenant, je reviens sur des constats en termes de risque. Vous avez cette carte qui date du début des années 2000, 2004, si je ne me trompe pas, qui est sur les communes inondables. C'est pas la carte. Et en plus, c'est 2004, c'est marqué. Et donc, 2004, les communes inondables. À peu près dans la même période, une carte avec des statistiques de lycée sur les zones attractives, enfin, à perspective d'évolution démographique positive en rouge et négative en bleu, en France. Vous pouvez remarquer que finalement les gens sont attirés par les communes inondables. Globalement, ça se superpose.
Je ne sais pas si c'est le caractère inondable qui est attractif, mais disons qu'on a quand même un problème, c'est qu'il va falloir développer des zones qui sont a priori plutôt inondables. Si on fait un constat du nombre de logements en zone inondable, encore une fois, c'est cohérent. Les logements inondables sont plutôt dans les communes à majorité inondable et où les gens sont accédés. Alors, si la question de la compétitivité des territoires, de l'attractivité des territoires est en lien avec le risque, on peut regarder quand même, on a un certain nombre d'événements durant les 25 dernières années en France, avec des événements qui montent à 1 milliard d'euros de coût. C'est pas tout à fait négligeable en termes d'impact économique et en termes d'image. Si on descend à un niveau un peu plus fin dans l'analyse spatiale, on va passer au département, même si, depuis hier, on ne sait pas s'ils vont exister longtemps. Ces départements, Alpes-Maritimes, vous voyez un peu plus de 9000 constructions de logements en zone inondable sur la période 99-2006. Le Var, le Val-de-Marne, l'Hérault, donc tout finalement les territoires qu'on voyait sur les premières cartes, les territoires inondables, les territoires à forte attractivité. Ce qui est relativement étonnant dans ce graphique, c'est de se dire que ce que vous voyez en jaune clair sont dans des communes qui ont un plan de prévention des risques d'inondation, c'est-à-dire des communes sur lesquelles normalement l'urbanisme des zones inondables est contrôlé, voire quasiment interdit. La politique de l'État, c'est quand même un contrôle de ces zones inondables, un contrôle de l'urbanisation des zones inondables, et non pas une adaptation de l'urbanisme dans ces zones inondables. Donc, théoriquement, on devrait trouver très peu de logements dans les barres du sol. Alors, si on descend à une échelle plus régionale, ce sont des cartes qui sont sorties il y a quelques jours dans une note de l'IAU. Vous voyez que sur le long des principaux cours d'eau, la Marne et la Seine, les communes ont quand même relativement construit. Les communes la part de logement. Si on fait une analyse spéciale, mais là, si on fait le cumul par département et par décennie, vous avez des départements comme le 94 qui ont quand même construit plus de 10 000 logements en zone inondable durant la dernière décennie, mais on voit aussi, on peut remarquer aussi, par exemple, pour le 94, que cette construction des logements en zone inondable est croissante, alors que le 94 est intégralement soumis à des plans de prévention des risques d'inondation. On peut se poser la question de quel est le rapport de ces logements au risque. Est-ce qu'ils sont soumis à 50 cm d'eau, 10 cm d'eau tous les quelques siècles, ou est-ce qu'ils sont soumis à plus de hauteur, à plus de fréquence? Et voilà, environ 45% de ces logements sont dans des zones d'aléa fort à très fort. Alors fort à très fort, ça veut dire plus d'1 mètre de haut. Très fort, plus de 2 mètres. Ça monte au-dessus de 2 mètres. Donc, on n'est quand même pas sur des événements a priori négligeables. Juste pour redonner les quelques chiffres de la région de France, 435 000 logements, c'est environ 8%, 27,3 millions de mètres carrés de surface habitable, 6 hectares, urbanisés en zone inondable, et puis des pertes économiques qui sont entre 17 et 20 milliards d'euros prévus sans les infrastructures, l'activité, le logement. C'est un constat. Voilà. C'est un constat. Magali expliquait précédemment dans son film que la gestion du risque est maintenant
un argument dans la compétitivité des territoires. Moi, j'ai simplement dressé là un constat. On va passer maintenant sur la partie recherche avec Myria qui est ici présente et Damien. On synthétise ce qu'est la mise en action de la résilience dans le domaine de la recherche à travers à la fois des programmes de recherche et des publications scientifiques. Et on s'aperçoit, on fait ce tableau à 4 échelles, donc l'échelle du grand territoire, de la ville, du quartier ou du bâtiment. Il y a ici, au niveau du quartier, on va dire un manque. Notre tableau n'est peut-être pas exhaustif, hein, il y a certainement des choses qui sont oubliées, mais il semble quand même se dessiner là une sorte de vide dans le domaine de la recherche de ce que pourrait être la résilience sur un quartier. Et quand on regarde un certain nombre de terrains d'études qui sont les nôtres, on s'aperçoit que ce qui est mis en avant par les États, par les villes, etc., en termes d'urbanisme résilient, ce sont des quartiers. Donc d'un côté, on a une recherche qui étudie la mise en action de la résilience, sauf à l'échelle du quartier. De l'autre côté, on a des territoires, des collectivités qui nous parlent de résilience que à l'échelle du quartier. Encore une fois, c'est un constat qui montre qu'on a qu'il faut faire se rapprocher ces deux mondes. Ce qu'on développe ici au département, c'est un modèle conceptuel, pour reprendre un peu toutes les recherches qu'on fait sur la résilience, qui se base sur 4 grands piliers, que sont la résilience cognitive, la résilience fonctionnelle, corrélative et organisationnelle. Alors, pour aller très très rapidement dans chacun de ces piliers, je vais tirer quelques actions les plus faciles à vous communiquer sur ce qu'est la résilience cognitive. La résilience cognitive, c'est la propension à connaître le besoin des territoires et les capacités de réponse. Un exemple, voici ce qui se passe après une inondation. Vous avez un certain nombre de déchets. Ce sont des déchets mouillés, mélangés, avec de la boue, donc des déchets qui ne repartent pas facilement, voire pas du tout dans les filières classiques de gestion des déchets. Et puis les filières classiques de gestion des déchets, elles n'ont pas la capacité à absorber tout de suite tous les frigos, tous les lave-vaisselle, etc. Alors que d'habitude, le taux de renouvellement de ces appareils, c'est une machine à laver. C'est une machine à laver. Mais nous, ça n'est pas que c'était une machine à laver. On croyait que c'était pour la vaisselle. La vaisselle chez lui. C'est pas clair. Donc tout ça a un taux de renouvellement relativement faible, donc les filières ne sont absolument pas dimensionnées pour ceci. Un autre problème, c'est qu'on connaît très très mal la quantité de déchets auxquels on aura à faire face. On était à la préfecture de police il y a quelques jours avec Hélène Béraud, où ils nous annonçaient à peu près 12 ans de production annuelle. Donc en quelques semaines, on produirait environ 12 ans d'équivalent déchets, ce qui est énorme. Et comment ils nous ont sorti ce chiffre? Ils nous ont sorti ce chiffre parce que visiblement c'est le chiffre de Sandy. Voilà. Donc la connaissance qu'on a des déchets auxquels on aura à faire face, c'est retour d'expérience de Sandy, c'est le dernier qu'on a, et dedans il y a écrit 12 ans, on aurait 12 ans. Après, on multiplie le volume qu'on a réellement par 12 et on dit c'est ce à quoi on aura à faire face. Quand on analyse un peu plus finement, il y a quand même des territoires où c'est de l'ordre de 2-3 ans, mais globalement, on a une fourchette entre 2-3 ans à 12 ans, ce qui, sur des millions de mètres cubes, n'est pas très simple. C'est une incertitude qui implique quand même des plans de gestion des déchets difficiles à mettre en place. Donc, dans ce cadre-là, on a notamment réalisé un projet d'unité d'éthique qui est au-dessus, qui nous permet de
maintenant de connaître relativement précisément la quantité de déchets issus des logements dont on aurait à faire face. Donc cette résilience cognitive, pour nous, c'est avancer dans la connaissance du risque sur les territoires. On a un autre type de résilience, c'est la résilience fonctionnelle. Alors la résilience fonctionnelle, pour faire simple, c'est la fiabilisation de ce qu'on a actuellement. Une forme de résilience, c'est de fiabiliser nos réseaux. Cette forme de résilience, elle est entre guillemets discutable de mon point de vue. Est-ce que fiabiliser les réseaux, c'est généralement en partie les surdimensionner, en partie faire des maillages qui n'ont pas une dette en temps normal, et donc c'est investir des moyens supplémentaires qui peuvent s'opposer à un principe de développement durable, d'efficience, d'économie des moyens. Donc on a là un type de résilience qui est souvent porté en avant par tout un ensemble d'acteurs, en disant voilà, on va faire des réseaux plus gros, on va évacuer l'eau plus vite, on va faire des bassins, etc. Sauf qu'on est quand même dans une logique qui s'oppose très clairement à certains aspects du développement durable. Pour l'instant, on regarde ça donc toujours à l'échelle du quartier, cette échelle qui n'est pas très invisible, en faisant des blocs diagrammes fonctionnels où on essaie de voir quelle relation entretiennent les différents composants du quartier, de voir qu'est-ce qui dépend de quoi, pour essayer, on va dire, d'arriver à des solutions qui sont aussi des solutions qui devraient toucher nos voisins sur la programmation urbaine. On développe ça avec Marine Dinardo, surtout la partie après, et ça beaucoup avec Myriam Batel. La résilience corrélative, je pense qu'il y a là un facteur très fort d'innovation sur ce qu'est la résilience, c'est-à-dire c'est la capacité qu'on a à réduire un besoin sur un système technique. C'est une approche très peu développée. Alors, je prends juste un exemple. Si vous regardez un système technique comme l'eau potable et la sécheresse, qu'est-ce qui se passe? On réduit le besoin sur le système technique potable en adaptant les usages avec un certain nombre. Normalement, il y a 4 classes de restrictions. Mais finalement, on arrête d'arroser, on arrête de remplir sa piscine, on arrête de laver sa voiture, etc. On réduit l'usage de l'eau, ce qui nous permet de faire fonctionner notre système technique. Il y a très clairement des approches comme ça à développer. Et là, on fait ça notamment avec Marine. Sur la résilience organisationnelle, dernier point. Alors, ça touche à tout ce qui est une organisation territoriale, ou même à des échelles plus basses, à l'organisation de l'université, etc. Je reprends l'exemple de tout à l'heure des déchets. Sur la dernière grande catastrophe française, c'est-à-dire la tempête de Xynthia, 2 communes qui sont touchées, La Faute-sur-Mer et Lyon. Ces 2 communes sont des territoires relativement réduits, même s'ils vont faire 27 morts. Et le territoire qui va absorber ces déchets, c'est le territoire de la Vendée. Pourquoi? Parce que le syndicat qui gère la structure qui gère les déchets, la collecte et la gestion des déchets, c'est une structure à l'échelle du département. Si nous avions dans ce cas parcellisé, trouvé une gestion des déchets à l'échelle très réduite, si cette gestion des déchets était à l'échelle communale, avec des délégations de services publics sur des très petits territoires, il n'y aurait pas eu cette capacité à mobiliser de suite un grand territoire, à aller chercher des hommes et des moyens matériels sur l'ensemble de la Vendée pour venir gérer ces 2 petites communes. Donc il y a évidemment aussi une approche de résilience organisationnelle. Alors, les échelles de mise en action de résilience, si je vais vite, je prends trop de temps. Si on reprend, je vais aller directement sur une des échelles,
et un territoire particulier qui est celui des Ardoines, donc sur la Seine, côté d'Italie. Ce petit territoire qui est en rouge, là, le petit territoire de 300 hectares, qui est en rouge, qui est entièrement inondable. Vous l'avez là avec un périmètre rouge. Ce territoire qui est sujet à des grands projets urbains qui vont sortir, on imagine, très rapidement, et aussi très fortement inondable. Alors, c'est cette partie ici, et vous voyez que finalement, pour une crue 1910, qui est notre crue de référence à Paris, 80% des territoires des Ardoines sont inondés, mais ce que je voulais vous faire remarquer surtout, c'est que là, on n'est pas dans les Ardoines. Et là, personne ne se soucie de ce qu'il faut faire. La résilience des territoires franciliens, elle passe bien évidemment par les nouveaux projets urbains, mais elle passe par l'adaptation de l'existant. On ne va pas refaire les 6 000 hectares en zone inondable. Donc il faut trouver les moyens, à travers des projets qu'on va faire, d'apporter une résilience sur le périmètre du projet, effectivement, mais aussi sur le périmètre environnant. J'en conclus avec une citation de Jean Jaurès qui a été donnée hier par le sénateur Sueur, histoire de faire un petit lien quand même entre la journée d'hier et d'aujourd'hui. Merci. Merci. Donc on va poursuivre avec Katia Afrechine, chercheuse pour notre laboratoire, qui va elle plutôt aborder la question du métabolisme, je crois. Et donc là encore, vous l'avez vu, Bruno a bien parlé de la question des échelles d'impact, des échelles des liens territoriaux qu'il peut y avoir. Et je pense qu'avec Katia, on va encore rentrer plus sur cette logique d'échelle qui questionne totalement ces notions de périmètre administratif régulièrement, sur à quelle échelle de projet je dois me mettre, et à quelle échelle de gouvernance ou de gouvernail, comme a dit Madame la ministre hier, je dois gérer les territoires. Merci. Bonjour à tous. Donc, je vous rappelle juste le titre de notre intervention qui devait être à 2 voix, mais en fait, on n'a pas réussi parce que pour moi, la résilience, ça reste fou. Je pense que ça devrait être à longtemps. Et l'enjeu, c'était de faire le lien entre la résilience et le métabolisme urbain. Je vais essayer cet exercice-là. Je ne suis absolument pas certaine d'y arriver, donc je serai prête à essayer de répondre à vos questions si vous en avez par la suite. Donc, la première chose que je voulais vous dire, c'est essayer de peut-être préciser un petit peu le terme de métabolisme en disant que normalement, quand on fait des bilans de flux, quels qu'ils soient, on a une entrée, on a une boîte noire qui permet de qualifier, de quantifier, de prédire, de prévoir, etc. Et puis on a une sortie. Donc en fait, la linéarité telle qu'elle est représentée comme ça dans le cadre de la modélisation, c'est quelque chose qui ne correspond pas du tout à ce qui se passe dans la nature. Et donc il y a des approches un peu plus cycliques qui existent et qu'on peut traduire sur des aspects métaboliques, que vous connaissez tous. Et puis il y a une approche qui est transférée ou transposée sur la ville et qu'on appelle le métabolisme urbain. Donc c'est quelque chose qui n'est pas neuf du tout. La première représentation date de 1975, elle est représentée ici de façon très schématique, mais elle est toujours d'actualité. Et ce qui est intéressant sur cette représentation, c'est qu'on voit différents types de flux qui rentrent donc sur la gauche, avec des approches énergétiques, de fluides divers, eau, donc eau et assainissement, on reviendra dessus en détail, et puis il manque certaines choses qu'on pourrait aborder en plus. Donc grossièrement, les entrées sont sur la gauche, et on voit que sur la droite, il y a des déchets, quels qu'ils soient. Et en fait, l'approche métabolique, c'est d'essayer de dire, ces entrées, on va essayer de les diminuer au possible, au maximum. De fait, on va diminuer également les sorties, et l'idée, c'est de voir comment optimiser le système, le fonctionnement du système à l'intérieur, donc de la limite qui pour l'instant est définie comme vide et sur laquelle je vais essayer de revenir après. Donc dans cette représentation, il y a différents types d'entrées. Bon, moi, je ne vais pas vous parler de ces entrées-là, je vais parler d'un métabolisme que j'ai qualifié de génie urbain parce que je vais vous parler seulement de certains types de flux qui sont en lien avec ce qu'on fait au département.
Donc en lien avec ce qu'on fait au département, j'ai repris ici une représentation qui a été faite par des étudiants. Donc les étudiants de master, c'est ce qu'on va faire en deuxième semestre. En fait, c'est un exercice que j'ai mené avec les étudiants de master 1. Je ne sais pas si c'était il y a 2 ans ou 3, peu importe. Et je l'avais mené avec 2 types d'étudiants. Donc les étudiants de master 1 génie urbain qui sont formés directement dans le département. Donc il y a une culture, à mon avis, pluridisciplinaire et qui permettait de voir les différents types de production. Et j'ai mené aussi cet exercice-là avec des étudiants du master mix qui sont présents aussi aujourd'hui, qui ont la particularité d'être en contrat dans le groupe Veolia et donc qui ont la spécialité eau, énergie, transport et gestion des déchets, ou propreté, pardon. Et donc en fait l'idée c'était de voir comment ces approches-là étaient distinctes en fonction d'une approche pluridisciplinaire ou une approche très métier. Donc in fine, je pense que les résultats seront les mêmes parce que de fait je pense que je m'auto-évalue à la fin, donc en fait ça n'a pas trop de sens. Ce qui est important, c'est la représentation ici qui à mon avis va être lisible, vous n'allez pas pouvoir lire les détails mais c'est pas très important, c'est pas l'enjeu. L'enjeu c'est de dire, en fait, la première chose quand on va travailler sur cette approche métabolisme urbain, c'est d'identifier les flux. Donc identifier, c'est pas très difficile, on les connaît. Puis nous, on va se dire, on va travailler sur l'eau, l'énergie, les transports très peu, je vous dirai pourquoi après, et surtout sur l'eau. Et l'idée, c'est de voir comment ces flux s'organisent en ville, mais surtout comment on peut faire des synergies entre ces différents flux-là. Donc en fait, sur cette représentation, ce qui est important, ce sont toutes les choses qui vont se croiser. Et quand ça se croise, on va essayer d'optimiser ces croisements. Et si on optimise les croisements, ça veut dire qu'on va diminuer les entrées et de fait, on va diminuer les sorties. Donc une autre façon de représenter, ça c'est un autre type de rendu qu'on fait dans les étudiants, c'est beaucoup plus schématique. En fait, ce qui est plus simple à comprendre ici, on a un code de 4 couleurs, ça correspond à 4 types de flux. Et que ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à voir des petites synergies qu'on pourrait représenter sous forme d'engrenage. Et donc l'idée, c'est de voir comment augmenter la taille de ces engrenages pour in fine passer de la qualification des flux et de leur interaction à une quantification. Si on arrive à quantifier, après on pourra modéliser. Donc en fait cet exercice-là a été fait sur le territoire de Melun pour plusieurs raisons. Et donc en fait c'est un territoire particulier où on avait déjà des problématiques sur la taille, la limite de la gestion des différents flux. Donc en fait pour essayer de vous parler de cette taille, de cette limite des différents flux, j'ai anonymisé un territoire que vous reconnaîtrez certainement, mais ce n'est pas important. Et l'idée, c'est de montrer comment on va essayer de voir quelles sont les empreintes des différents types de flux que l'on va considérer. Donc encore une fois, je vais vous parler que des flux que je qualifie de génie urbain. Donc là, la première type de représentation, c'est la représentation alimentation en eau potable. Donc en fait, ici, vous avez 2 informations. Donc c'est vraiment une carte très simplifiée qui est une carte qu'on peut qualifier d'empreinte sur l'alimentation en eau potable, avec ici à gauche, dans les petits points qui correspondent à toutes les usines eau. Donc je n'ai pas détaillé, traitement, etc. etc. Et puis, vous avez sur la zone bleutée, la zone interconnectée. Donc la zone interconnectée correspond grossièrement au maillage du réseau d'alimentation en eau potable sur le territoire concerné. Et puis, quelque chose qui est un peu intéressant dans cette représentation, c'est une approche un peu linéaire où vous voyez que vous avez la représentation de l'aqueduc qui va permettre d'amener une certaine quantité d'eau depuis l'amont vers l'aval et qui va permettre de desservir cette zone-là. Donc c'est quelque chose qui est très important et très structurel dans le fonctionnement de l'alimentation en eau potable de la région présente. L'idée, c'est de montrer qu'ici, on a une structure maillée en cœur de système, mais par contre, on a quand même une structure linéaire avec un ancrage territorial qui va au-delà de la limite qui est concernée, de la limite de la zone concernée. Deuxième type de cartographie, donc qui est directement lié au système d'alimentation en eau potable, c'est le système d'assainissement. Donc encore une fois, sur le système d'assainissement, représentation très simplifiée de ce système-là, où là vous avez plusieurs points avec des usines, des stations d'épuration en projet ou déjà existantes et des stations de dépollution d'eau. Donc en fait on a superposé ici l'assainissement et l'eau pluviale classique, avec un périmètre d'action qui est relativement aussi restreint. Donc, ce qui est intéressant ici, contrairement à la zone de tout à l'heure, c'est qu'on a beaucoup d'entités structurelles de fonctionnement qui sont à l'extérieur de la zone d'emprise du territoire concerné. Donc là, pas de maillage, c'est un réseau d'assainissement, on a plus un système en termes de branches, et donc on a une ramification, mais on n'a pas de maillage particulier sur ce système.
Autre type de flux que l'on peut considérer, donc Bruno en parlait un petit peu tout à l'heure sur l'approche déchets. Donc c'est quelque chose que l'on fait aussi au département, génie urbain. Donc ici, une représentation encore très schématique. Et ce qui est intéressant de voir sur cette carte, c'est que là, sur les emprises, donc qui sont représentées par les zones de différentes couleurs, sur ces territoires de structure, ben là on commence à avoir des déclinaisons. C'est-à-dire qu'on n'a plus une entité homogène sur le territoire, mais on a plusieurs entités qui vont venir s'assembler et qui sous-entendent en fait des systèmes de gouvernance particuliers. Et puis là, une répartition sur le territoire assez homogène des structures de traitement, sauf quelques points particuliers qui correspondent à des traitements particuliers de type de déchets un peu on va dire, inhabituels. Dernier type de cartographie, cartographie liée à l'énergie, donc je ne vais pas rentrer en détail, sauf que l'énergie, ça concerne un territoire beaucoup plus restreint, qui est très centre-centré, et qui correspond en fait à la zone où il y a une très forte densité, avec une particularité aussi sur un réseau qui est très très maillé. Dernier exercice, donc là c'est un exercice qu'on a superposé l'ensemble des cartes que je vous ai montrées, et grossièrement, il n'y a pas de territoire minimum qui apparaît comme étant pertinent. Ce n'est pas lisible sur cette carte, on a fait l'exercice, et quand on superpose le tout, il n'y a pas un territoire d'action en termes de gestion de ces flux qui peut paraître intéressant. Donc on a vu tout à l'heure avec Bruno qu'apparemment sur les actions de résilience, il y avait une échelle qui paraissait effective, c'est-à-dire une échelle sur laquelle on est capable d'avoir des actions qualifiées et quantifiées, c'est celle du quartier, et donc on pourrait se poser la question, est-ce qu'on peut identifier une échelle particulière pour mettre en place les systèmes de métabolisme urbain? Donc là j'ai essayé de faire un petit exercice, donc comme vous l'avez raconté Christine tout à l'heure, au début le département il s'appelait Génie civil et urbain, donc j'ai essayé de montrer comment on pouvait essayer de modéliser ce volume, cette surface, cette échelle représentative. Et je suis passée d'une surface à un volume, donc en modélisation mécanique, on appelle ça un volume élémentaire représentatif. L'objectif de ce volume, c'est de dire quel est le volume qui va me permettre de faire une modélisation fiable, transposable, et que je pourrai ensuite élargir ou transposer sur un autre territoire. Donc si je simplifie, si on a un matériau composite, l'idée c'est de prendre tous les matériaux ensemble et de voir comment ils se comportent les uns par rapport aux autres. Donc ici, une représentation hyper simplifiée de ce qu'on pourrait appeler une structure urbaine, qui n'est pas forcément très bien structurée. Les ingénieurs, regarde, c'est pas du tout pareil que les architectes. Bah non. Ici, donc à gauche, j'ai remis une petite représentation où on a toute la complexité des réseaux. Donc ça ne nous intéresse pas. Les réseaux sont représentés ici juste par les deux petits tuyaux qui sont sous la chaussée, qui est représenté par l'axe noir. Donc ici, on a un système classique qui existe avec toute sa complexité. On peut se poser la question de savoir comment on va mettre en place la réflexion en termes de métabolisme urbain sur ce territoire-là. Donc en fait, je me suis dit, on a parlé de résilience par rapport au risque d'inondation. Pour faire le lien avec l'aspect métropole, comment on pourrait essayer d'articuler un certain lien. Donc pour moi, la métropole, ça va engendrer une problématique de densification. Donc en fait, cette problématique de densification peut être liée au fonctionnement des systèmes techniques qui m'intéressent moi particulièrement. Et donc je me suis posé la question en disant, ben ici, c'est la même représentation schématique de l'aspect urbain qui apparaissait, avec les blocs rouges qui sont des apports en termes de densification. Et puis on peut se poser la question, comment on va agir sur les systèmes techniques? Donc en fait, la plupart des systèmes techniques sont enterrés. Donc là, j'ai rajouté 2-3 tuyaux dessous. Mais l'idée, c'est de dire, si on a une augmentation de densité, donc contrairement à l'approche de Bruno, où lui dit on va diminuer les besoins, donc la diminution des besoins, à mon avis, viennent en temps de crise ou de post-crise, ou avant de revenir sur le fonctionnement classique, mais il faut essayer d'ajuster. Sauf que si on amène de la densité, on peut effectivement dire qu'on va amener de la densité en faisant un quartier durable, etc., et que les modes de comportement vont changer. Sauf qu'en termes de besoins, sur notamment l'eau, l'électricité, le chauffage urbain, les besoins vont changer ou pas. En tout cas, sur le fonctionnement des écoquartiers, on voit que ça ne change pas forcément beaucoup. Donc dans tous les cas, si on densifie, il y aura des besoins supplémentaires. Donc s'il y a des besoins supplémentaires, et si on reste sur le même type de fonctionnement, on va rajouter des réseaux. Donc il se trouve que dans l'ensemble des territoires métropolitains,
les sous-sols urbains sont relativement encombrés, que de fait, rajouter des réseaux, c'est problématique. Bien que la plupart soient déjà surdimensionnés, pour certains quartiers, ça ne fonctionne pas, et donc il faut trouver des approches particulières. Donc en fait, ce qui peut être intéressant en termes de proposition, et si on parle vraiment de métabolisme urbain, c'est qu'on doit être capable de trouver un système, en tout cas de proposer des systèmes, pour essayer de pallier cette augmentation de capacité en sous-sol et de voir comment en surface on peut proposer des solutions. Donc il existe déjà des solutions. Quand je disais tout à l'heure que sur les chauffages urbains, il y aurait une augmentation des besoins, il y a quand même la mise en place de la RT 2012 qui fait que normalement les bâtiments vont moins consommer. Donc a priori, s'ils consomment moins, et si à la RT 2020 on est sur un bâtiment à énergie positive, les réseaux de chaleur n'ont plus lieu d'être. Par contre, sur les apports en eau et les besoins en assainissement, sur les autres types de flux, on peut avoir des besoins qui vont grandir. Donc on peut penser qu'il peut y avoir des solutions à l'échelle du bâtiment, c'est que j'ai essayé de représenter avec des toitures bleues, avec par exemple... L'architecte, c'est pas tout pareil que les ingénieurs. Par exemple, pourquoi pas un bâtiment qui soit complètement autonome en eau. On parle de circuits courts, les circuits courts tels qu'ils existent actuellement ne sont pas fermés, mais pourquoi pas transposer ce qui se fait dans l'espace où ils partent avec un minimum d'eau et que dans tous les cas, ils sont capables de l'auto-épurer complètement. Et donc là, pour moi, ça commence à prendre sens par rapport à ce qu'on entend par génie urbain, c'est que techniquement, c'est faisable. Le seul problème, c'est comment les gens vont accepter d'être en circuit fermé et d'avoir une capacité vis-à-vis de l'eau qui soit complètement autonome à l'échelle d'un bâtiment. Ensuite, sur l'échelle de l'assainissement ou sur l'échelle de l'eau pluviale, il existe déjà pas mal de techniques sur l'ensemble du territoire où on est capable de développer des techniques alternatives au réseau, etc., etc. Donc en fait, l'idée, pour essayer de mettre en place un métabolisme urbain à une échelle représentative, c'est de savoir se poser la question, quel est le territoire sur lequel on pourra diminuer les entrées, donc diminuer les sorties, et mettre en place des circuits courts ou pseudo-courts qui permettront de répondre à ces attentes-là. Donc je ne reviens pas sur ce que je viens de vous dire sur les deux premiers points parce que c'est ça résume ce que je viens de vous dire. Par contre, le troisième point, à mon avis, est important et il permet de revenir sur ces problèmes de modélisation. Donc j'ai fait l'analogie avec un volume élémentaire représentatif pour deux raisons. Parce qu'un volume élémentaire représentatif, on peut peut-être se poser la question représentatif de quoi, et en fonction de qui se pose cette question, la réponse ne sera pas la même. Et un autre problème en termes de modélisation, c'est que la grosse problématique de cette modélisation, c'est de la délimitation des conditions limites. Si on transpose ça sur le métabolisme urbain, la condition limite, c'est quelle est la limite territoriale qui va nous intéresser. Et là, on commence à se poser la question, est-ce qu'on est à l'échelle du quartier? Est-ce qu'on est à l'échelle de plusieurs quartiers? Donc avec l'analogie qu'a fait Bruno tout à l'heure avec la problématique des ardoines et le quartier avoisinant, ou est-ce qu'on est à l'échelle de la métropole? Et de fait, est-ce qu'il y a un système global qui va gérer cette approche métabolisme urbain et la mise en place de pseudo-circuits courts sur des territoires un peu plus ponctuels? Je conclurai avec deux approches ou deux questions plutôt. Donc la première question qui est plus en lien avec la problématique métabolisme, c'est de dire quelle résilience des systèmes techniques par rapport à cette densité qui pourrait être liée à la métropolisation. Et la deuxième question, donc c'est une approche économique qu'on n'a pas traitée, mais qui pourrait être traduite sous la forme quelle densité pour financer la mise en place des actions de résilience. Donc ce sont des thématiques qui sont déjà abordées, et en fait on se dit forcément ces actions-là ont un coût, et on est en train de se poser la question de savoir combien de mètres carrés il faut effectivement construire pour pouvoir couvrir les coûts ou les surcoûts qui sont liés à cette mise en résilience des territoires concernés. Merci. Merci beaucoup.